Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission européenne réalisée avec le soutien de l'Europe Direct de Strasbourg. Nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale consacrée à l'Irlande, ce pays surnommé l'île d'Émeraude avec ses paysages à couper le souffle, son histoire mouvementée marquée par des siècles de domination britannique et de lutte pour l'indépendance, son peuple connu pour son accueil chaleureux, et son sens de l'humour, sa musique, sa littérature, ses pubs, et bien sûr son miracle économique qui lui vaut désormais le surnom de tigre celtique. L'Irlande est membre de l'Union européenne depuis 1973. Elle a adhéré en même temps que le Danemark et le Royaume-Uni. Elle a adopté l'euro, contrairement à son grand voisin qui depuis a même décidé de quitter l'Union européenne, ce qui n'a pas été sans conséquence pour la République d'Irlande qui s'est retrouvée au cœur des négociations du Brexit, la République d'Irlande partageant en effet une frontière avec l'Irlande du Nord et par conséquent avec le Royaume-Uni. Depuis 1949 et la proclamation de son indépendance, la République d'Irlande s'est métamorphosée. L'Irlande d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a une trentaine d'années. Alors, pour connaître l'Irlande, on ne pouvait pas faire mieux que de recevoir John Reichenbach, l'auteur du livre « Comprendre les Irlandais ». Bonjour John Reichenbach. Bonjour Olivier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, John Reichenbach, vous connaissez plus sous votre casquette de journaliste puisque vous avez longtemps été rédacteur en chef à France Télévisions et notamment à France 3 Alsace également. Qu'est-ce qui vous lie avec l'Irlande ? Alors, c'est ma mère qui est irlandaise. Et donc, je voulais un peu raconter l'histoire de son pays. Moi, je vais en Irlande depuis tout petit, depuis l'âge de 1-2 ans. J'y vais chaque année. J'ai de la famille là-bas. J'ai des cousins, des tantes, etc. Et donc, aujourd'hui, après une carrière de journaliste, notamment dans l'audiovisuel, j'avais envie d'écrire ce livre, de mieux connaître un peu le pays de mes ancêtres, en fait. Et alors, pourquoi avoir choisi un peu ce format, cette forme originale, hein ? Vous appelez ça, donc je l'ai dans les mains, c'est « Comprendre les Irlandais », mais c'est surtout avec un petit sous-titre qui est « Guide de voyage interculturel ». Alors, ce n'est pas un guide touristique, on ne va pas y trouver des adresses d'hôtels, des lieux à voir, mais plutôt des choses à raconter sur l'Irlande. Alors, pourquoi ce format ? C'est plus... l'idée, c'était de partir à la découverte des Irlandais, du peuple irlandais, de voir un petit peu ce qui fait la caractéristique de ces Irlandais qui ont quand même une histoire étonnante. C'est un tout petit peuple, hein. C'est 5 millions d'habitants dans la République d'Irlande, 2 millions en Irlande du Nord, donc 7 millions d'habitants. C'est même moins, il y a moins d'habitants aujourd'hui en Irlande qu'au 19e siècle. On en parlera tout à l'heure peut-être, la grande famine, etc. Et donc voilà, c'est vraiment essayer de découvrir ce qui fait la caractéristique de ce peuple. Et avec une diaspora énorme par contre. Une diaspora énorme. Il y aurait dans le monde plus de 70 millions de personnes qui se réclament, disons, d'origine irlandaise. Alors, pour mieux comprendre un peu ce qu'est l'Irlande, si vous deviez retenir 2-3 événements historiques qui ont marqué un peu cette identité irlandaise. Alors, je vais même vous donner 6 dates importantes. C'est d'abord l'arrivée des Celtes, 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est des Celtes qui arrivent d'Europe continentale, de Grande-Bretagne, et donc ils vont donner un petit peu cette culture celtique à l'Irlande qu'on connaît. Et puis en 432, l'Irlande sera christianisée avec Patrick, donc qui deviendra le Saint Patrick, qui va christianiser l'Irlande. Il arrive du pays de Galles ou d'Écosse, il n'est pas irlandais, et il va christianiser l'Irlande avec la construction de monastères, etc. L'arrivée des Vikings, c'est très important. L'arrivée des Vikings, c'est en 795. Les Vikings débarquent donc en Irlande. C'est une époque très violente. Mais c'est les Vikings aussi qui vont faire prospérer l'économie, ils vont développer le commerce, etc. Et ils vont créer également les premières villes. Dublin, par exemple, une ville viking. Autre date importante, c'est la conquête de l'Irlande par le royaume d'Angleterre. Ça, c'est au XIIe siècle. Et donc, on peut même parler de conquête anglo-normande. Hein. Donc, il y a des Français qui sont impliqués dans la colonisation de l'Irlande à cette époque-là. Et l'Irlande sera complètement dominée politiquement, économiquement par les protestants. La Grande Famine, j'en parlais justement, 1850. La Grande Famine, alors ça, c'est une date très, très importante, car il
il y a 1 million d'Irlandais qui vont mourir de faim sur une population de 8 millions. Et 1 million d'Irlandais qui vont émigrer vers les États-Unis. On en parlera tout à l'heure avec la diaspora irlandaise. Et puis, tout ça, ça va amener finalement la guerre civile et l'indépendance de l'Irlande en 1922, une indépendance limitée puisque une partie du Royaume-Uni va conserver la souveraineté sur l'Ulster, donc l'Irlande du Nord. Mais ce qui est important, c'est que c'est le début de l'indépendance et puis surtout, voilà, c'est le début des problèmes aussi en Irlande du Nord avec les troubles, les Troubles, qui vont amener une guerre civile d'une trentaine d'années, entre 1969 et 1998. C'est là que sera signé l'accord de paix dit du Vendredi Saint. Alors, maintenant qu'on a un peu tracé cet aspect historique, il y a aussi cette identité linguistique. Alors, si on va en Irlande, on sait qu'on y parlera anglais, mais les Irlandais ont une autre langue officielle qui est le gaélique. C'est quoi cette langue? C'est quoi le gaélique? Alors, le gaélique, si vous voulez, vous avez 6 langues gaéliques. Vous avez l'écossais, l'irlandais et le gaélique de l'île de Man, c'est en mer d'Irlande. Donc, ces 3 types de langues gaéliques sont assez ressemblantes, on peut se comprendre. Et puis après, vous avez le gallois, vous avez la langue des Cornouailles et vous avez le breton. Et donc ça, c'est un autre type de langue gaélique. Là aussi, les Bretons et les Gallois peuvent se comprendre difficilement, mais peuvent se comprendre. Et donc cette langue gaélique irlandaise, eh bien, c'est toujours la langue officielle de l'Irlande aujourd'hui, mais c'est quand même une langue qui a longtemps été en perte de vitesse. Il y a à peu près seulement 70 000 Irlandais sur 5 millions dans la République d'Irlande qui parlent le gaélique. C'est quasiment rien. Et pourtant, j'en parle dans le chapitre sur la langue irlandaise, c'est qu'il y a une sorte de renaissance de la langue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est enseignée dans les écoles, un peu comme l'alsacien ici, on essaie de refaire naître, ou en tout cas de faire perdurer cette langue. Elle est enseignée dans les écoles, il y a de plus en plus d'écoles qui n'enseignent qu'en gaélique. Il y a à peu près 400 écoles dans ce petit pays qui enseignent le gaélique du matin au soir. Vous avez également les Gaeltacht. Ça, c'est des zones, notamment dans l'ouest du pays, dans les zones un peu rurales, où donc qui regroupent des villages où on ne parle que le gaélique. Vous avez également les summer camps. Alors ça, c'est l'été. Vous avez ces familles irlandaises qui envoient, notamment des villes, qui envoient leurs enfants dans ces summer camps pour parler irlandais du matin au soir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes Irlandais, même s'ils ne le parlent pas beaucoup, mais ils adorent cette langue, leur langue. C'est assez étonnant. On peut même dire que c'est vraiment une langue officielle. Ça fait partie, si on cherche dans le dictionnaire, langue officielle de l'Irlande, c'est l'anglais et le gaélique. Exactement. Qui est même une langue officielle de l'Union européenne à la demande du gouvernement irlandais. Et c'est tout récent, c'est depuis 2022, je crois, que cette langue est officielle à Bruxelles. C'est une langue officielle, mais je pense uniquement j'ai pas encore entendu de député européen, moi qui suis souvent les sessions du Parlement, s'exprimer en gaélique. Je pense qu'il est traduit pour ceux qui le souhaitent, mais j'ai jamais encore entendu vraiment de députés irlandais s'exprimer en gaélique. Pour revenir encore sur une autre spécificité de l'Irlande, c'est les Irlandais eux-mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'on voyage en Irlande, on connaît leur chaleur, leur accueil, leur bonne humeur, leur humour. On les appelle même les Latins du Nord. Vous, dans l'ouvrage, vous aimez pas trop cette expression. Oui, il y a eu quelques magazines dans les années 90, notamment en France, qui présentaient les Irlandais comme des Latins du Nord. Et d'ailleurs, c'est assez amusant quand on regarde un peu la littérature au XVIIe, XVIIIe siècle, quand on voit un petit peu ce qu'écrivaient, par exemple, des voyageurs français qui traversaient l'Irlande, qui découvraient l'Irlande. Là, je lis par exemple Édouard de Montulé, c'est le récit
d'un voyageur français en 1825. Il dit « Ils ont quelque chose de méridional, leur taille n'est pas très élevée, leurs yeux et leur peau sont bruns, leur regard a cette activité inquiète qu'on trouve toujours dans le Midi et jamais dans le Nord. » Vous voyez, bon, c'est des clichés. C'est du beau cliché. Je confirme. Mais c'est vrai qu'ils ont à côté un tempérament expansif, ils ont une propension à la discussion, ils sont assez ouverts aux autres, ça c'est ce qu'on retient quand on va en Irlande, mais voilà. En creux, il y a aussi l'image d'un pays un peu assoupi, désordonné, voire dilettante. Ils ont un autre rapport au temps. Ils sont pas très respectueux. Ils sont sur une île, hein. Voilà, ils sont sur une île, mais en même temps, là aussi on en parlera, l'Irlande a énormément changé ces 30 dernières années. L'Irlande des années 80 n'est pas forcément celle des années 2020. Ce qui me fait revenir sur un sujet qui montre toute l'évolution de l'Irlande, c'est le poids de l'Église. L'Église a toujours été l'un des piliers de l'identité irlandaise, hein. On pense à Saint Patrick, comme vous l'avez cité, mais comment et pourquoi aujourd'hui, finalement, ce poids de l'Église a-t-il changé au fil du temps ? C'est vrai qu'encore dans les années 70, vous aviez 95% de la population qui allait être à la messe tous les dimanches. Aujourd'hui, le taux est tombé à 30% peut-être. Et donc, ça s'explique évidemment par, surtout, je dirais, par les scandales qui sont apparus ces 30 dernières années. Les abus sexuels, évidemment, de pédophilie perpétrés par les prêtres irlandais, avec la complicité aussi de l'État irlandais qui a fermé les yeux. On se souvient tous de ces Magdalena Sisters, hein, ce film qui a été un énorme succès au cinéma, avec ces jeunes femmes ou adolescentes qui étaient enfermées dans ces couvents irlandais et exploitées aussi dans des conditions proches de l'esclavage. Donc ça, c'est les Magdalena Sisters. Et puis après, il y a eu les Mother and Baby Homes. Ça, c'est plutôt dans les années 2014 que le scandale a éclaté, avec ces foyers tenus par des nonnes qui accueillaient des filles mères qui étaient contraintes d'abandonner leurs enfants. Puisque l'avortement a été légalisé très tardivement. Très tardivement, seulement en 2018. Et d'ailleurs, ça c'est assez intéressant dans le livre. Je fais l'interview d'une femme qui a travaillé au Parlement européen, Anne Harris Hennon, qui a dû abandonner son enfant à la naissance lorsqu'elle avait 17 ans. C'était dans les années 70. Et cette femme est entrée ensuite dans les années, à la fin des années 70, 80. Elle est entrée au cabinet de Simone Veil. Et donc, elle a raconté tout récemment, là, il y a 3-4 ans, dans un livre très intéressant qui s'appelle Unspoken. Elle a raconté son histoire puisqu'elle a retrouvé son fils 25 ans après la naissance donc de son garçon. Alors, il y a un autre élément qui est beaucoup plus chaleureux, on va dire, chez les Irlandais, c'est la musique, c'est la danse. Alors, on peut retrouver une playlist, votre playlist musicale de musique irlandaise sur Spotify. On tape juste comprendre les Irlandais et on retrouve votre playlist. C'est ça. C'est une playlist très personnelle. Donc moi, je suis plutôt musique douce, belle voix de femmes celtiques ou de groupes, disons, acoustiques. Donc voilà, c'est très personnel. Alors, cette musique des Irlandais, on le voit, hein, c'est vraiment quelque chose d'important, la musique, la danse, même la littérature. Mais on va revenir sur un autre sujet par rapport notamment au décès du chanteur des Pogues, qui montre un peu on va dire la culture autour des funérailles des Irlandais. C'est aussi assez particulier. Oui, et il y a eu 2 décès de musiciens très connus dans le monde irlandais l'année dernière. L'été dernier, c'était Sinéad O'Connor, hein, qui était très aimé des Irlandais. Et puis Shane McGowan, donc des Pogues, qui est décédé à la fin du mois de novembre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement, voilà, ce cortège funéraire dans les rues de Dublin. Pour Sinéad O'Connor, c'était pareil. Vous avez une sorte évidemment, beaucoup de tristesse, de mélancolie, mais en même temps, beaucoup de joie aussi. Disons, les gens se sont emparés des chansons de ces 2 chanteurs très connus, les
ils ont chanté. Il y a eu des milliers d'Irlandais sur le trajet du cortège. Et donc, voilà, c'était une fête quelque part. Et ça fait penser un peu à l'Irish Wake. C'est un peu la veillée funéraire des Irlandais qui peut effectivement surprendre l'étranger parce que c'est assez inhabituel dans le monde occidental de voir une coutume funéraire aussi mélancolique et en même temps aussi joyeuse. Aujourd'hui encore en Irlande, notamment dans l'ouest de l'Irlande, dans les zones un peu rurales, vous avez des familles qui, voilà, elles gardent le mort chez elles à domicile pendant 1 ou 2 journées. Tous les voisins défilent. Mais vraiment, il y a une queue incroyable devant les maisons. Chacun rentre dans la maison, présenter les condoléances. Et puis ensuite, vous avez en soirée, vous avez dans les pièces d'à côté, vous avez une sorte de fête avec de la musique. On va réciter des poèmes, on va chanter des chansons. Et c'est vraiment... Et tout ça en l'honneur du défunt. En l'honneur du défunt, exactement. C'est vrai que c'est plutôt un rite funéraire intéressant et surtout plus positif. On accompagne le mort. Ouais, complètement. On va peut-être passer à une autre thématique dans notre émission qui est plus un petit peu la vie, le changement qu'a connu l'Irlande avec cet essor économique, ce boom économique qu'on a appelé donc, qu'on surnomme et depuis on surnomme l'Irlande le tigre celtique. Comment s'explique ce miracle irlandais, puisque c'est vrai qu'on se souvient, moi j'étais il y a une trentaine d'années, mais d'un pays moderne, mais d'un pays qui commençait à se moderniser. Effectivement, jusqu'à la fin des années 70, l'Irlande était quand même l'un des pays les plus pauvres d'Europe. L'Irlande entre dans l'Union européenne, à l'époque c'était la CE, la Communauté économique européenne, et là effectivement l'Europe va aider ce pays pauvre à se développer, comme elle l'a fait d'ailleurs pour l'Espagne, le Portugal, la Grèce, etc. Et donc l'Irlande à l'époque c'était vraiment un pays en grande difficulté économique, un chômage record, une émigration massive. Les Irlandais ne restaient pas en Irlande, ils trouvaient du travail en Angleterre, en Australie, en Amérique, etc. Et donc, je pense que c'est vraiment l'entrée de l'Irlande dans l'Union européenne qui fera décoller ce pays. Des entreprises européennes viendront s'installer évidemment en Irlande, qui aura également, alors ça c'est vraiment très intéressant et très important, l'Irlande qui aura développé déjà l'éducation, développé l'éducation des jeunes. C'est-à-dire qu'ils avaient une forte population de jeunes bien formés dans les écoles, ils ont construit des universités, et donc évidemment ces entreprises européennes, et puis ensuite américaine, ça c'est vraiment très important aussi, l'influence de l'Amérique en Irlande, eh bien vont avoir une population jeune, bien formée et qui parlera également anglais. Pour un Américain, c'est plus intéressant d'avoir une population qui parle anglais que gaélique même. Et surtout qui devait être un peu moins cher au départ. Aujourd'hui, l'Irlande a évolué et c'est... Un des aspects, avec ce développement, beaucoup l'expliquent aussi par l'aspect fiscal qui était un attrait pour les entreprises américaines, notamment de la high-tech. Effectivement, dans les années 90, c'était vraiment le démarrage du tigre celtique, avec des taux de croissance phénoménaux. C'était équivalent à ce qu'on trouvait en Asie du Sud-Est, quoi. Et effectivement, les incitations fiscales étaient très intéressantes, d'où l'implantation de ces entreprises américaines, notamment... Type Amazon, oui. Amazon, enfin, elles y sont toutes. Et puis, également, beaucoup d'industries pharmaceutiques sont installées en Irlande. Et il y a aussi cet aspect que, par rapport un peu à cet aspect économique, il y a aussi le fait que, et c'est lié avec les États-Unis, on voit aussi le fait que beaucoup de dirigeants des États-Unis aujourd'hui sont fiers de mettre en avant leur origine irlandaise. Ça c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a 46 présidents américains. Biden, je crois que c'est le 46e. Et sur les 46 présidents américains, vous en avez la moitié, 23, qui sont d'origine irlandaise. Et évidemment, les Irlandais aujourd'hui mettent ça en valeur. Et même les Irlando-américains sont très heureux de se dire irlandais, en fait.
Alors, il y a une autre chose, un événement qui a quand même été important, qui a pour l'Union européenne, mais qui a également beaucoup touché l'Irlande, c'est donc le Brexit. Donc, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne en 2020, en février 2020. Il y a eu un vote, un référendum en 2016. Ceux qui ont voté pour, ce sont principalement donc les Anglais, et finalement les Écossais. Les Irlandais du Nord ont voté contre, oui, si oui. on devait prendre les Oui, chiffres. même en Irlande du Nord, donc avec une partie importante, disons, d'unionistes, vous avez 56% de la population qui a voté contre le Brexit. Et donc, effectivement, ça a un impact sur le commerce entre l'Angleterre et l'Irlande. Mais curieusement, depuis le Brexit, le commerce entre les deux Irlandes a vraiment explosé. Mais aujourd'hui, une des problématiques que posait ce Brexit, c'était déjà la frontière entre les deux pays qui avait été, on a souvent parlé de ça, c'était une inquiétude que posait le Brexit, c'était est-ce qu'on va remettre une frontière qui avait donc disparu entre les deux Irlandes. Aujourd'hui, ça a été réglé, mais est-ce que cet impact, est-ce que le Brexit, finalement, quel regard portent les Irlandais aujourd'hui sur le Brexit, sachant qu'on dit que ça a quand même des effets négatifs au Royaume-Uni, alors que l'Irlande, elle, finalement, s'en sort très bien. Oui, l'Irlande s'en sort très bien. On considère en Irlande, en fait, que les Anglais se sont tirés une balle dans le pied, parce que l'Irlande, si vous voulez, avec la sortie de la Grande-Bretagne disons de l'Union européenne, la place financière londonienne est affaiblie. Dublin récupère pas mal de billes. Le commerce, d'ailleurs, entre la France et l'Irlande a également s'est considérablement développé, de nouvelles liaisons aériennes, de nouvelles liaisons ferries, transport de marchandises, pour contourner l'Angleterre. Donc il y a des bateaux, par exemple, maintenant qui partent de Dunkerque directement vers... Il faut dire que maintenant, l'Irlande, c'est l'entrée dans l'Union européenne et dans le marché commun. Avant, ce n'était pas le seul point d'entrée, c'était le Royaume-Uni. Donc là, si on veut rentrer directement dans l'Union européenne, il faut passer par l'Irlande. Exactement, et c'est ce qui intéresse beaucoup les Américains. Alors, encore une dernière petite question, c'est ce rapport entre ces deux Irlandes. On a parlé du conflit, on a parlé de la solution qui a été trouvée avec les accords du Vendredi Saint. Aujourd'hui, comment vous voyez cet avenir entre ces deux Irlandes qui finalement s'est apaisé? Est-ce qu'on pourrait imaginer d'avoir plus qu'une seule Irlande? Est-ce que c'est imaginable? Alors, il y a un événement vraiment majeur, capital, qui s'est déroulé en février de cette année. C'est la nomination comme première ministre d'une femme catholique, nationaliste. Nationaliste au sens, c'est pas au sens droite ou voilà, disons, elle est pour l'unification de l'Irlande. C'est-à-dire qu'elle n'est pas loyaliste. Exactement. Et donc, elle prône la réunification des deux Irlandes. Et donc, voilà, elle a été nommée première ministre en février de cette année parce que le Sinn Féin, le parti auquel elle appartient, a eu la majorité en Irlande du Nord. Ça ne s'est jamais vu en un siècle, depuis l'indépendance de l'Irlande de 1922. Et donc, ça, c'est vraiment un événement capital, surtout que dans le sud de l'Irlande, dans la République, il va y avoir des élections peut-être à la fin de cette année ou l'année prochaine en 2025. Et là, c'est également le Sinn Féin avec une autre femme, Mary-Lou McDonald, qui pourrait remporter également les élections. Et donc, ces deux femmes qui appartiennent à ce parti nationaliste, plutôt à gauche d'ailleurs, irlandais, eh bien, vont tout faire pour arriver à l'unification de l'Irlande. Mais bon, ça peut prendre encore une dizaine d'années. Mais c'est aussi une des conséquences indirectes du Brexit. Complètement. Merci John Reichenbach de nous avoir amené avec vous à la rencontre des Irlandais. Alors que vous soyez un passionné de l'Irlande depuis toujours ou simplement curieux d'en apprendre davantage sur les Irlandais, je ne peux que vous conseiller de vous offrir ou de vous faire offrir le livre « Comprendre les Irlandais » publié aux éditions donc Rive Neuve et que l'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies strasbourgeoises et dans toute la France.
Merci beaucoup, Olivier. Un grand merci, John Reichenbach. Quant à nous, merci de nous avoir écoutés. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne. Et n'oubliez pas, je le dis maintenant à chaque fois, le 9 juin, on vote. Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.